Épicerie fine dévoile à travers une escapade gourmande toutes les spécificités du coco de Paimpol. Un haricot pas comme les autres qui reflète l'exception du patrimoine culinaire français. Ce qui est extraordinaire avec le coco, ce coco de Paimpol, d'abord c'est une région délimitée. Nous sommes dans les Côtes d'Armor, la Bretagne. Récolté depuis moins d'un siècle et valorisé par une appellation d'origine contrôlée, le coco de Paimpol fait la fierté de ses producteurs. Et il est vraiment intéressant déjà par sa couleur. Sa couleur, déjà c'est en jaune, jaune paille. Quand on l'ouvre, qu'on découvre ce coco qui est nacré avec des veinures violacées dans les tons Parme, on a déjà envie de le cuisiner. Le soleil est revenu sur la baie de Paimpol, et si les vacanciers s'attardent encore un peu, entre terre et mer, le travail a repris de plus belle. Dans les Côtes d'Armor, on vit de la pêche, bien sûr, mais aussi et surtout de la terre. C'est un climat idéal, et les agriculteurs de la région en rêvaient. De l'eau, du soleil, une terre riche en matière organique, tout ce qu'il faut pour faire pousser le haricot. Oui, mais attention, pas n'importe lequel. Le prince des lieux, le coco de Paimpol. Prêt à accueillir au mois de juillet, la récolte s'étire jusqu'à la fin octobre dans le grand air breton. Ne vous méprenez pas, le coco ne pousse pas sous abri. Les cabanes en plein champ sont là pour protéger les saisonniers des caprices de la météo. C'est le petit plus mis en place par le patron des lieux, Gérard Lemeur, agriculteur de son état et soucieux du bien-être des saisonniers. Ces derniers le lui rendent bien, puisqu'ils reviennent chaque année ramasser le coco, fidèles au poste. Ça fait 9 ans maintenant. C'est une occupation de retraité. Oh, et puis bon, ça met un petit peu de beurre, on dit bien. Et ça nous occupe en plus, parce que l'été... C'est du très beau coco de Paimpol. Voilà, un beau coco. Voilà, c'est une belle gousse. Une gousse jaune, marbrée, avec au minimum 3 grains. Donc moi, je démarre les semis vers le 20 avril, parce qu'il faut que la terre soit suffisamment réchauffée. Donc les premiers semis, donc les premières préparations de sol débutent vers le mars, début avril. Les premiers semis donc vers le 20 et les semis sont étalés jusqu'au 20 juillet. C'est la seule manière de récolter du coco toute la campagne. Sur les parcelles de Gérard Lemeur, on peut aussi croiser Laurent. Lui n'est pas saisonnier mais agronome, un vrai mordu du coco de Paimpol. J'ai commencé à m'y intéresser en 1986, lorsque je suis arrivé à Paimpol. C'était un produit pour moi qui était un produit curieux, parce que je n'avais encore jamais entendu parler avant. Et donc ça m'a tout de suite attiré. Et je suis devenu après le spécialiste du coco de Paimpol pour tous les producteurs qui en faisaient à l'époque. Je voyais bien que c'était un produit qui avait une grosse histoire locale. C'était un produit de tradition. Voir les gens dans les champs récolter du coco à la main, c'était quand même un petit peu anachronique, hein, au moment où on parlait de culture très très moderne, de produits nouveaux du style brocoli, du style laitue iceberg, qui étaient des produits très innovants pour l'époque. Et ce produit-là, il faisait vraiment vieillot et il y avait peu de monde qui s'en occupait réellement au niveau technique. Il s'y est donc attelé, se dévouant à la cause. Et l'intérêt de Laurent Primotte pour le haricot nacré ne s'est jamais démenti. Il fut le premier grand maître de la confrérie du coco en l'an 2000, et depuis, il veille à la graine. Une graine bien connue de Frédéric Jonot, meilleur ouvrier de France Primeur, et de Guy Martin. Ensemble, ils évoquent la singularité de ce coco de Paimpol
et surtout le travail méticuleux de ceux qui le récoltent. Vous, votre rôle, c'est d'aller voir les paysans, tout ce milieu agricole, c'est ça? Enfin, vous avez sans doute aussi un réseau, puis toujours en recherche de nouveaux produits, je pense. C'est de les sélectionner, c'est ça? Vous les sélectionnez d'abord? Exactement, c'est la recherche est d'être, alors on va jouer sur le mot, mais d'être le primeur, c'est-à-dire d'avoir la chance d'être le premier à avoir le beau produit sur l'étalage. Donc ça, c'est un véritable travail d'investigation, de recherche, c'est un vrai métier. Alors là, par exemple, c'est un produit extraordinaire, là. Là, on est dans les Côtes d'Armor, la Bretagne, le coco de Paimpol. J'ai envie de dire, Guy, c'est coco Rico. Voilà, c'est Cocorico parce que c'est un produit qui est magnifique. Coco de Paimpol, pour nous, c'est le fleuron des haricots. Alors, il y en a d'autres, mais celui-là est bien. Cet haricot, il est ramassé entre le frais et le sec, hein, c'est ça, hein? C'est exactement ça. Il est ramassé entre le frais et le sec, donc il y a deux modes de conditionnement, donc qui permet de maturité et qui permet également deux méthodes de récolte. Donc la première, c'est du demi-sec, donc c'est celui qu'on a ici, donc il est en gousse et il va être cueilli, allez, on va dire un 3/4 maturité. Pourquoi? Ça va lui donner sa fraîcheur, ça va lui donner une peau très très fine, donc qui va lui faire une particularité que les cuisiniers aiment bien, c'est-à-dire que plus la peau est fine, meilleur il est facile à cuire, et puis au niveau gustatif, et il a des propriétés aussi santé intéressantes. Et puis il y a le côté sec, donc le côté, on est obligé de le récolter forcément à maturité si on veut le conserver Voilà. une bonne année. Voilà, parce dans qu'en des fin de sacs. compte, on va les utiliser de deux façons, ces cocos. Un petit peu frais, comme un haricot frais, on va dire, cuit à l'eau, avec cette belle couleur nacrée à l'eau ou autrement, du reste. Et puis, sec, pour pouvoir le garder. Et puis, notamment, nos amis du Sud-Ouest l'adorent. Oui. Hein? Exactement. Alors, le frais, il se conserve pas très longtemps. Donc, C'est un produit frais. Voilà, c'est un produit frais, donc on les cote. On peut facilement le garder dans une bonne semaine dans le réfrigérateur. On peut le congeler pour ceux qui veulent goûter ça un petit peu plus tard. Mais moi, je le conseille de le manger en saison tout de suite. Peuple d'explorateurs et de voyageurs, les marins bretons ont souvent rapporté quelques curiosités et savoir-faire dans leurs bagages. On prétend par ici que c'est un marin du nom d'Alban qui ramena les graines de coco d'Amérique latine. C'était en 1928. Il en sema dans ces terres du Goëlo. Depuis, la Bretagne en produit entre 6 000 et 8 000 tonnes par an. Chez Gérard Lemeur, ça ne chôme pas. 25 saisonniers s'affairent sur 3 hectares, impassibles sous le ciel orageux et les averses qui ponctuent gentiment la journée. On voit la qualité des racines. Toutes les grappes sont bonnes, on peut arracher les yeux fermés là. Là on peut arracher vraiment les yeux fermés. Tous les pieds sont bons à arracher en même temps, parce que quelquefois on a des parcelles avec des petites zones plus séchantes. Donc ces zones-là sont mûres plus tôt, donc il faut travailler en rond à la parcelle. C'est vraiment un métier où c'est une récolte où on ne peut pas la faire avec une machine, on ne peut pas la mécaniser. Donc ils travaillent par groupe. Hein. Donc ensuite je définis un certain nombre de rangs par plumeur. Et de là, donc je marque les rangs et tout le monde suit sa parcelle jusqu'au bout. Plumeur, vous avez dit plumeur? C'est ainsi que l'on appelle les saisonniers du coco. Et à bien y regarder, ça semble évident. Une fois le plant de haricots arraché, on s'y prend comme pour plumer une volaille. Plumer le coco, donc, c'est tout un art. Le travail du plumeur, c'est d'enlever les gousses des grappes, mais c'est aussi de faire la sélection des gousses. Exemple, une gousse, un grain, ça ne se met pas. Elles sont très faciles à plumer. Parce que l'hygrométrie est assez importante en ce moment et la gousse se décroche facilement. Donc là, le plumeur regarde bien s'il n'en restait pas sur les grappes
En fait, on les secoue un petit peu parce que ça permet de faire descendre les gousses. Et vous voyez. Hop. Donc le plumeur sélectionne en permanence les gousses. Pour les plumeurs engagés par Gérard cette année, la récolte s'annonce fructueuse. À ne pas en douter, les plus expérimentés ont le coup d'œil. Quand on voit les grappes, Oui. ça c'est des belles grappes. Celle-là est petite, Et encore, mais bon, celle-là est petite. Il y a certaines, Il y a certaines grappes qui sont... formidables. Ouais. Oui. Quand la gousse est pleine comme ça, Voilà, et puis ils sont assez lourds aussi. Ça, c'est du beau. Ça c'est du... hein. Là, il y a de quoi bosser, quoi. Hein. Il n'y a pratiquement pas de perte dans le pied. Hein. Non. Ce sont des bonnes journées bien remplies. 8 h du matin jusqu'à 5 h 17 h, quoi. 17 h, 17h30. C'est-à-dire, la moyenne, c'est à peu près une caisse par heure. Alors, Ça fait à peu près entre... En général, quelquefois, on arrive à faire 12. Mais bon, c'est rare. cette c'est rare. année, on ralentit un peu. Oui, oui, oui. Quand on a fait 10 caisses, c'est une bonne moyenne, Oui. Ah ouais. une bonne journée. Riche en fibres, bourré de vitamines, le coco de Paimpol est le premier légume frais à avoir obtenu une appellation d'origine contrôlée. Face à l'expansion des cultures du haricot, plusieurs producteurs bretons souhaitaient délimiter un territoire et se fixer des règles de production. Ce fut chose faite en 1998. Le coco de Paimpol devenait une AOC produite sur 1500 hectares d'un terroir qui va du Trégor au Goëlo. À l'origine, il y a 20 ans, il y avait au moins variété. Chaque agriculteur avait sa variété, en fait. Donc, à l'obtention de l'AOC en 98, donc, ça nous a permis de démarrer un programme de sélection à partir de variétés locales. On trouve 3 variétés aujourd'hui, plus des semences fermières. Mais elles sont toutes d'origine, elles ont été retravaillées, mais elles restent toutes des variétés de la région. Le coco est donc adapté à cette région. Et il faut croire que ça lui réussit, la terre bretonne, puisque cette année, les producteurs prévoient une récolte avoisinant les 9000 tonnes de coco. Après quelques heures de plumage, vient l'heure de la pesée. Voilà. Tu as fait ça ce matin, Kevin? Ah ouais. C'est bien. 46, 40 kilos. Un moment important pour les plumeurs qui sont alors fixés sur le gain de la journée. Donc là, les plumeurs recouvrent leur bac pour éviter que les cocos soient mouillés s'il y a un peu d'eau, ou pour les protéger du soleil, pour que la fraîcheur reste jusqu'au dernier moment. Allez, Guy. Ou alors pour cacher les bouteilles de bière. Donc chaque plumeur identifie son bac de récolte pour que moi, au déchargement, en fait, à la station de conditionnement, je vais contrôler si le plumage a été fait indemne de queue, indemne de gousse verte. Voilà. Et en plus, cette petite étiquette reste dans le conditionnement par la suite. Comme ça, le consommateur a le plaisir de retrouver, récolté par... Ah ouais. Voilà. Celui qui veut peut mettre son adresse. Tu pourrais mettre ton adresse, Rina? Hein? Hein? Voilà, on continue. Effectuée tous les jours, la pesée annonce la fin d'une journée de labeur pour les plumeurs. Ça, c'est du très beau produit. Très beau. 59, 53. Dans une heure à peine, les cocos tout frais de Gérard Lemeur seront mis sur le marché au Cadran, à Paimpol. Quand on les a frais, c'est vrai que c'est extraordinaire. Puis ce côté nacré qui est juste sublime. Alors là, on le voit, c'est vrai qu'on le voit, on a... Ouais, la couleur, là, c'est... Et c'est pour ça que je dis qu'il faut le prendre, ouais, on le voit bien. Moi, j'aime beaucoup cette petite
Les Amérindiens, eux, le mangent en purée, mais cru. Ils en font des farines, ils en font des trucs, mais c'est extraordinaire. Nous, quand on en fera des farines, ce sera bien, c'est qu'on aura des bonnes productions. On aura des bonnes productions. Des bonnes productions. Mais c'est vrai que c'est un produit qui est extra, que c'est un produit qu'il faut vraiment mettre en avant, qui est saisonnier, qui a une histoire. C'est bon. C'est bon. Moi, j'aime goûter le produit cru, parce qu'on sent ce côté farineux, on sent ce côté amertume. On voit le taux d'humidité qu'a le grain également. Qui est intéressant, là. On est vraiment dans la saveur. Et je pense que c'est pas par hasard que voilà, ce haricot, il s'est développé ici, qu'il a pris ses lettres de noblesse en Bretagne. Parce que sinon, je pense qu'il y a tout ce qu'il faut pour que cet haricot, il soit juste sublime, qu'il soit nacré, qu'il ait une bonne couleur, que la mâche soit intéressante, qu'il soit parfait. Les Bretons sont des grands voyageurs. Et un jour ou l'autre, quand ils ont fini de voyager, ils s'installent, ils reviennent dans leur pays. C'est valable pour Alban qui est revenu, on a les mêmes choses pour Plougastel, on a plein d'anecdotes, donc merci aux Bretons parce qu'on leur doit beaucoup. Et le coco de Paimpol, juste un homme qui revient dans ses terres et qui veut le mettre en action, et 100 ans plus tard, on a un produit merveilleux. Paimpol, à marée basse. Son ciel chargé, son petit port abrité et son défilé de tracteurs. En milieu d'après-midi, Gérard Lemeur vient livrer ses cocos au dépôt. C'est d'ici qu'ils seront pesés, évalués puis conditionnés, avant de partir aussitôt vers toute la France. 99% du marché du coco est national et la plus forte demande provient du sud-ouest. Il fait merveille dans la recette du fameux cassoulet. Conditionné en sac de gousses fraîches de 10, 5 et 1 kg, vous reconnaîtrez le coco de Paimpol à son filet rouge-orangé et à son étiquette violette. Sinon, méfiez-vous, ce n'est pas du vrai. À peine sont-ils conditionnés que les cocos sont déjà vendus, ou presque. Le marché au cadran, hérité du marché aux légumes traditionnel, met en vente toute la production AOC du jour. Géré par l'Union des coopératives de Paimpol et Tréguier, ce marché high-tech est là pour défendre les produits de la région sous sa marque Prince de Bretagne. 21 cuillères 84 du jour. Dans la salle, face aux crieurs, des négociants concentrés qui viennent acheter par palettes entières des légumes bretons pour les envoyer vers toute l'Europe et plus loin encore. 24 du mouvement, 84 les dénesses. C'est la 57 qui fait pour eux. Si les acheteurs sont concentrés, c'est que les 176 tonnes de coco du jour vont partir très vite et qu'ils ne veulent pas les rater. C'est parti. Bon, vente du coco à Paimpol, vente du coco. Lot numéro 1, Rodriguez, une palette. Lot numéro 1. À partir de là, les jeux sont faits et c'est un monde bien mystérieux pour qui n'est pas rompu aux salles de marché et aux enchères. Une chose est sûre, le coco de Paimpol se vend plutôt bien. Le coco 1,27. 176 tonnes de vendus. 176 tonnes 200. Mais vous vendez tout à chaque fois? Tout à chaque fois. Il n'y a jamais d'invendu en coco, même si le prix quelquefois est très bas, mais il n'y a jamais de retrait. Mais on a quand même des bonnes années de coco. Il y a eu 2 années consécutives très bonnes, donc cette année, ça se présente pas trop mal aussi, vu les rendements et les volumes qu'on va avoir. Si le coco a la cote, ce n'est pas tout à fait par hasard. Ce sont des années d'efforts pour améliorer la qualité de la graine, mais surtout pour la faire connaître au-delà des jardins de Bretagne. Et pour ce travail de promotion, Laurent Primotte n'a pas ménagé son énergie. Premier grand maître de la confrérie du coco de Paimpol, il a mis son expérience d'ingénieur agronome au service de ce produit de terroir. Ce soir, entre confrères du coco, on s'apprête à le déguster une fois encore. Il vient d'Amérique du Sud. Peut-être Pérou, peut-être... de toute façon, c'est un produit qui est originaire d'Amérique du Sud, au départ.
Il y avait un peu d'hétérogénéité dans le produit parce que chacun avait fait sa propre sélection en fonction de son territoire. On faisait nos graines au fur et à mesure. Hein, c'est ça qui était original. Voilà. Donc maintenant, c'est bien plus régulier, quoi. Oui, parce que la sélection qui a été faite par l'organisation bretonne de sélection a permis d'homogénéiser un petit peu l'ensemble. Pour goûter ce coco, cueilli frais du matin, rien ne vaut la recette maison, celle de Marie Primotte. Oignons, échalotes, un peu d'ail, des tomates et du poivron. Laisser roussir, ajouter les cocos, couvrir d'un bouillon et de quelques épices, mais pas n'importe lesquelles. Du paprika et du poivre. Et surtout, il ne faut pas saler au début. Donc il y a juste le bouillon. Bon, le bouillon, bien sûr, c'est un peu salé, mais il ne faut pas rajouter de sel. Et pendant que les cocos mijotent, les membres de la confrérie sortent le grand jeu. Les cocos n'ont qu'à bien se tenir maintenant, hein. Voilà, c'est la tenue de la confrérie. On est vraiment très très content de notre tenue. Ouais. On avait un peu de mal à trouver une tenue. Et on a dit tout simplement, on va prendre les couleurs de la gousse du haricot. Donc c'est la couleur jaune paille avec des marbrures violettes. La confrérie, sa justification, c'est de représenter le produit au cours d'événements festifs et gastronomiques. C'est uniquement ça. Et en parlant de gastronomie, il est temps de passer à table, goûter les cocos à la bretonne. Accueillir chaleureusement. Bonjour mon ami. Mon ami Georges, ma fiancée. Alors je goûte la recette de Marie. Grâce à Alban. Voilà. Dès demain, Gérard Lemeur, membre de cette joyeuse bande de passionnés, sera de nouveau dans son champ, au milieu des plumeurs, entre la terre et la mer qui font l'identité de cette baie de Paimpol. Pendant ce temps-là, à Paris, Guy Martin l'ayant écossé, s'apprête à faire déguster le coco à sa façon. Frédéric, je vous ai préparé une déclinaison de coco de Paimpol. Wow, c'est déjà une œuvre d'art, rien qu'à la vue. Ah mais c'est important, vous le savez bien, c'est important la vue, mais bon, le goût, ça reste la pièce maîtresse. Donc là, c'est une déclinaison, une façon différente de travailler le coco. Et là, il y a un petit clin d'œil, vous allez voir pourquoi, au sud-ouest. Mais je vous laisse découvrir la recette. Ah, il y a un petit clin d'œil au sud-ouest. Oui. On sent un... Ah, il y a de la résistance, hein. Ah oui. Ça sent le sud-ouest, ça sent même le Pays Basque. Ça sent le Pays Basque. Puis on peut même déborder un petit peu sur l'Espagne, un petit peu de piment d'Espelette, il y a du chorizo. Oui, j'allais dire, Hein? C'est une belle déclinaison. Hein. C'était un peu un clin d'œil au cassoulet, en fin de compte. Une autre façon de cuisiner le haricot. Et puis, vous voyez, Oui, dans le fond... Le verre. Alors, le verre, c'est un pesto. Voilà, c'est une sorte de pesto, mais de la roquette. Ah, Pour un pesto apporter, de roquette. voilà, pour apporter cette petite pointe d'acidité, je trouve qu'il va bien mettre en valeur ce coco qui a besoin quand même d'être accompagné. L'harmonie comme ça, de tous ces produits mélangés en bouche, ça vous fait une explosion, c'est extraordinaire. Alors, très peu salé. Moi, je sale très peu. Pour bien mettre que le produit, on sente bien le produit, qu'il soit bien mis en valeur. Alors moi, j'ai envie de dire, là, on est sur une recette de grand chef. Comment on le cuisinerait plus convivialement à la maison? Il y a tellement de façons. Et la façon la plus simple, une fois qu'il est cuit, alors c'est bien si on peut mettre un petit peu de laurier, du serpolet dans l'eau de cuisson. Tout simplement en salade. C'est juste magnifique. Alors en salade, c'est magnifique et surtout, une fois qu'il est égoutté, il ne faut pas trop le rafraîchir. Il faut le servir presque tiède. À température. À température, voyez-vous. On l'égoutte un tout petit peu, mais même pas. Le temps de faire sa vinaigrette. Alors on peut faire voyager cette vinaigrette avec de la bonne huile d'olive. On peut mélanger des moutardes différents, des poivres différents, mais tout simplement une vinaigrette. C'est magnifique. On peut le cuire aussi, et ça, en Savoie, dans ma Savoie natale, on le cuit avec un morceau de lard, un morceau de jambon. Vous savez, le talon d'un jambon. Ouais. Vous cuisez ces cocos avec ce talon du jambon, vous continuez un petit peu dans l'eau de cuisson, à continuer à cuire ce talon de jambon. Vous faites des gros dés, des grosses tranches que vous voulez, c'est juste sublime. Un accompagnement d'un poisson, tout simplement. Une bonne sole, un bon rouget,
qui est cuit au four. Une fois que ces cocos sont cuits, dans les derniers moments que vous avez presque la cuisson du poisson, vous rajoutez les cocos dedans qui sont déjà cuits, ça va s'harmoniser avec le poisson. Franchement, c'est un produit facile. Et puis alors l'hiver, moi je trouve que l'hiver, on l'oublie toujours, mais dans les pot-au-feu. Dans les soupes, dans les pot-au-feu, c'est magique. Traditionnellement, voilà, soupes, c'est bien pas sûr. compliqué, on les cuit, on va les rajouter au moment avec ces bonnes carottes, ces pommes de terre, ces raves, ces navets. On est parfait. Et ça y est, j'ai encore faim. On va attaquer le jambon là. On va attaquer les plats, les vrais. Les vrais, ouais.